Instantané du plus grand échange d'agents secrets de l'histoire. Photo prise en 1985. Document vidéo interne du département d'État américain. Royaume d'ombre. Rares ont été les clichés à filtrer à l'extérieur. Trafic d'agents. Un des dossiers les plus secrets et les plus complexes de la guerre froide. Une personne est omniprésente en ces instants. L'avocat Wolfgang Vogel de RDA, figure centrale du marché international d'agents entre l'Est et l'Ouest. Il était très habile à évoluer entre ces deux mondes. Pour conjurer le diable, on l'invite à sa table. Ce commerce d'espions, si on peut l'appeler ainsi, pour moi ce n'était pas du commerce, c'était une activité humanitaire, ressemble à une partie d'échecs. Il faut savoir sacrifier des pions. On ne vous donnera jamais un roi pour un pion. Il faut donc capturer 2 reines, 2 rois et 2 cavaliers. Brooklyn, New York, Court Street, 1951. Théâtre du spectaculaire procès Rosenberg. Julius et Ethel Rosenberg sont accusés d'avoir livré le secret de la bombe atomique à l'Union soviétique. Le crime le plus redoutable aux yeux de l'accusation. La guerre froide. Une époque en or pour les espions et les agents de tous bords. Des 2 côtés du rideau de fer, des légions d'agents sont en opération sur l'invisible front, à l'affût de secrets de toute nature. L'enjeu est grand. La gloire et l'honneur, ou la prison et la mort lorsqu'on est pris. Les espions évoluent sur le fil du rasoir. Je visitais les objectifs américains. C'était toujours un risque. Je prenais des photos en connaissant à l'avance la nature des objectifs. Et je transférais ces informations au centre. Il y avait des objectifs qui pouvaient valoir la chaise électrique. Les Rosenberg sont condamnés à la chaise électrique en 1953, pour espionnage. L'extrême gravité de la sanction doit être dissuasive. De l'autre côté du rideau de fer, la peine capitale aussi menace les espions. Image de l'arrestation d'un traître du KGB. Ses bras sont tenus, rendant impossible l'absorption d'une capsule de poison. Polyakov, un des principaux membres de la CIA à Moscou. Il sera fusillé peu après. Celui qui sauve sa tête doit s'attendre à de lourdes peines, souvent même à la prison à vie. Malgré tout, la plupart gardent espoir. Après tout, les donneurs d'ordre leur ont promis assistance en cas de difficulté. En réalité, ceux-ci disposent d'une liberté d'action restreinte, car il ne peut être question de rachat, d'argent. Quand un agent américain est arrêté en Union soviétique pour espionnage, on peut considérer qu'il est insultant de vouloir monnayer l'honneur et la souveraineté de ce pays pour une poignée de dollars, qu'il s'agisse de 100 000, 500 000, voire même $1 million. Nous serions effarés à l'idée qu'un pays veuille nous soudoyer pour libérer un de nos prisonniers. L'unique espoir auquel s'accrochent les espions dans leurs cellules, l'échange agent contre agent.
Ce n'est qu'en 1957, pendant la guerre froide, qu'on entend publiquement l'expression « trafic d'agents ». Le procès du super-espion Rudolf Ivanovich Abel à New York. Il avait été démasqué peu de temps auparavant par le FBI, puis arrêté. Abel était l'un de nos plus grands espions. Il était en possession de nombreux secrets concernant les USA. Le colonel Abel était depuis 1950 chef des agents secrets du KGB à l'ombre des gratte-ciel. Il était également mêlé à l'affaire de l'espionnage atomique touchant les Rosenberg. Abel ne dit pas un mot pendant toute la tenue du procès, même quand on le menace de la chaise électrique. Le défenseur d'Abel, James Donovan, tente de détourner la menace de la peine capitale de son mandant en soulignant le fait qu'il pourrait un jour être utile aux USA comme monnaie d'échange si un espion américain du même calibre venait à être arrêté par les soviétiques. Donovan le pensait-il vraiment ou était-ce pure rhétorique? Nul ne le sait. Il n'y avait pas eu un seul échange d'agents depuis le début de la guerre froide. Abel a la vie sauve. Verdict, 30 ans d'emprisonnement. Le super-espion qui avait endossé l'habit d'artiste peintre à New York se met à consigner méticuleusement le quotidien de la prison sous forme de croquis. La cour de la prison est son mirador. L'avenir semble bouché, d'autant plus qu'Abel refuse toute coopération avec le FBI. Le colonel Abel a été arrêté et condamné et il a passé 5 ans en prison et pendant ces 5 années, le FBI et la CIA ont continué à travailler avec lui. Il le rencontrait, venait le voir et lui faisait des propositions, le persuadait. « Ça suffit, tu vois, tu as pris 30 ans, personne ne s'occupe de toi, personne n'a besoin de toi. » Lui n'y croyait pas et disait « Je sais qu'on me sauvera. » Mais l'idée de le sortir de là n'effleure encore personne. Abel est en prison sans perspective de libération. Aucun signal ne lui parvient de sa patrie. Officiellement, les patrons de la centrale du KGB à Moscou désavouent leur espion vedette. Toute forme d'espionnage est strictement niée. Il est même annoncé qu'Abel n'est pas un citoyen soviétique, mais un Allemand de l'Est. Moscou se déclare incompétent. En 1959, les soviétiques décident dans le plus grand secret de faire appel à un avocat. Ils choisissent Wolfgang Vogel, de Berlin-Est, âgé de 34 ans. On a choisi. Nos amis de la RDA, comme on les appelait, nous l'ont recommandé. On avait besoin d'un avocat allemand. Ils ont recommandé cette personne. Il y avait toute une série de conditions. Pas de communiste trop fervent, aucun soupçon possible sur un passé nazi. Qu'on ne puisse le compromettre d'aucune façon, qu'il soit quelqu'un d'absolument neutre. J'ai reçu un appel du procureur général. Une certaine Madame Abel me rendrait visite à Leipzig. J'en apprendrai plus par elle. Effectivement, elle est venue avec un interprète et m'a transmis le mandat. C'est alors que l'idée d'échanger son mari a commencé à germer dans son esprit. Au cours de l'été 1959, Vogel adresse de son étude berlinoise une première lettre signée Madame Abel à l'avocat de l'espion à New York. Dans ce cas précis, on pouvait penser qu'il s'agissait d'un marché conclu par un avocat d'Allemagne de l'Est pour le compte d'une femme de Leipzig, dont le mari était incarcéré sans raison. C'était le genre de montage typique de la guerre froide, un jeu un peu idiot. Le cas Abel piétine toujours. Le principal problème des soviétiques est qu'ils n'ont pas d'espions de haute volée
qu'il pourrait échanger contre Abel, du moins personne du même gabarit. Arrive le 1er mai 1960, une date qui influencera durablement le destin de Rudolf Abel. Le traditionnel défilé sur la place rouge à Moscou. Les choses semblent se présenter comme d'habitude. Seuls les initiés remarquent la nervosité du chef du Kremlin. Eux seuls savent ce qu'il sait. Depuis des heures, un avion espion américain survole le territoire soviétique pour photographier les installations militaires secrètes. Cela fait des années que les soviétiques subissent, impuissants, les incursions des U-2. Mais le 1er mai 1960, la roue tourne. Pour la première fois, ils réussissent à abattre l'intrus. Informé de ce succès, Khrouchtchev décide d'abord de se taire et de tenter un coup de poker. C'était une décision de mon père. Il m'a dit que nous allions attendre les propositions des Américains et voir comment ils justifieraient cet incident. Nous avons protesté, ils ont répondu par des mensonges, comme ils l'avaient déjà fait par le passé. Il m'a dit, nous allons voir jusqu'où ces mensonges les mèneront. Six jours plus tard, Khrouchtchev fait éclater la bombe. Un véritable événement. Le pilote américain Gary Powers est vivant. Il est aux mains des soviétiques. Ainsi, tous les mensonges d'Eisenhower sur la non-existence des avions espions éclatent au grand jour. Khrouchtchev est visiblement meilleur au poker. Il voulait tirer parti de cet incident pour embarrasser le président Eisenhower. Il avait un atout en main, Powers. Khrouchtchev met tout en œuvre pour que son triomphe soit parfait. Il décide de présenter au reste du monde la carcasse de l'avion abattu, son trophée, dans le parc Gorky à Moscou. Ils sont des milliers à affluer vers le corps du délit. Papier à l'entête de la CIA, pistolet avec silencieux, seringue empoisonnée, débris de l'appareil. Pour Khrouchtchev, la capture de Powers est le plus grand triomphe depuis le vol Sputnik. Pour Vogel, l'avocat de Berlin-Est chargé d'obtenir des USA la libération de l'espion soviétique Abel, Powers est sans doute aussi un atout majeur. J'avais discuté un jour avec un Américain sur les moyens d'obtenir la libération d'Abel. Il m'avait répliqué « attrapez-en un aussi ». Et quand Powers nous est tombé du ciel, cette même personne m'a dit « ça y est, vous en avez un maintenant ». Pour la première fois, Abel, en prison depuis 3 ans, peut espérer. Avec la capture de Powers, on a exactement le cas de figure que l'avocat de la défense Donovan avait prophétisé. Un jour, les Américains pourraient être en situation d'avoir à demander aux Soviétiques le retour d'un de leurs espions. L'affaire Powers atteint son point culminant lors du sommet du G4 à Paris 18 jours plus tard. N'ayant pas reçu les excuses exigées d'Eisenhower, le chef du Kremlin Khrouchtchev fait tout simplement avorter la rencontre. La guerre froide est à son paroxysme. Et les chances pour Abel, mais aussi pour Powers, sont au plus bas. L'arrière-plan médiatique à Moscou comme en Amérique n'était pas favorable à un échange, sans parler du comportement de Khrouchtchev lui-même. Lorsque j'ai vu à la télévision Eisenhower s'excuser puis partir, je me suis dit cela ne servirait à rien de prendre contact maintenant. À ce stade, inutile de chercher à négocier un échange, il faut que de l'eau coule encore sous les ponts. Pour l'heure, les intentions des Soviétiques vis-à-vis de Powers sont totalement floues. Le simulacre de procès commence en août 1960 dans la salle aux colonnes tristement célèbre de la Maison des syndicats à Moscou. La même où Staline a fait condamner à mort des centaines d'agents. Cette fois non plus,
la peine de mort n'est pas exclue. On nous avait préparés en nous disant qu'il était l'exécuteur des mauvaises intentions de la CIA. Et la CIA pour nous était le suppôt du diable. Évidemment, notre attitude ne pouvait être que très négative. La durée du procès est fixée à 3 jours. Les parents et l'épouse, autorisés à venir d'Amérique, sont assis dans la salle d'audience. Powers se montre des plus coopératifs. Il s'excuse même publiquement pour son vol. Un procès fictif sur mesure devant des centaines de journalistes du monde entier qui attendent fébrilement le verdict. La famille étant là, c'est-à-dire les parents et l'épouse, nous avions exclu l'éventualité de la peine capitale. Prononcer devant la famille la sentence de mort par les armes et ajouter que la sentence serait prochainement exécutée, c'était pour nous un signe que l'homme s'en sortirait vivant. Le verdict tombe le 3e jour d'audience. 10 années de prison pour le pilote de l'U-2. Powers s'en sort à bon compte. Néanmoins, ses supérieurs commencent aussitôt à s'enquérir de scénarios d'échange possibles pour leur homme. Nous voulions bien sûr récupérer Powers, qui avait rempli sa mission avec courage. Il avait survolé l'Union soviétique et avait été abattu. C'était un bon citoyen américain, un homme courageux, et nous voulions le faire libérer. Quant à eux, ils voulaient récupérer Abel, un de leurs meilleurs agents. Nous l'avions capturé et les deux parties avaient donc une monnaie d'échange. Mais ce n'est qu'avec l'élection de Kennedy que la situation politique semble s'améliorer de façon décisive en faveur du premier échange d'agents de la guerre froide. En prison, Powers note dans son journal intime « Heureux d'entendre que JFK a gagné les élections. Espoir de détente et de paix, c'est bon pour moi. Comme ça, je suis sûr de ne pas rester 10 ans. » Abel aussi commence à espérer. Un recours en grâce est lancé, condition de l'échange. Mais en mai 1961, le procureur Cozart répond qu'à ses yeux, la grâce ne se justifie pas. Par conséquent, il ne peut être question d'échange. Hoover, le chef du FBI, s'oppose farouchement à un échange Abel contre Powers. Entre-temps, ce dernier a eu vent de ce projet d'échange par les Soviétiques, eux-mêmes informés par Madame Abel et l'avocat Vogel. Abel est l'un des plus beaux trophées de chasse de Hoover, et il ne veut pas le rendre. Il n'est pas le seul à considérer qu'Abel est plus précieux que Powers. Je suis assez d'accord avec ce que Donovan a dit aux Soviétiques et peut-être à Vogel. Il leur a dit « Nous vous échangeons un homme hautement qualifié contre un technicien ordinaire. Il est beaucoup plus facile d'apprendre à piloter un avion que de devenir un agent secret exceptionnel. » Puis, en décembre 1961, l'avocat d'Abel, Donovan, obtient soudain le feu vert de la Maison-Blanche. Si les USA récupèrent Powers, ils libéreront Abel. Une chance pour un jeune président de s'affirmer comme quelqu'un de capable de traiter avec les Soviétiques. Le décret de grâce d'Abel. Début 1962, Donovan se rend à Berlin-Est pour peaufiner l'échange avec Vogel et les Soviétiques. Comme du côté Est, on se dit prêt à libérer aussi un étudiant américain arrêté pour espionnage, rien ne semble pouvoir désormais se mettre en travers du premier grand échange d'agents de la guerre froide. On s'est rapidement mis d'accord sur la question du lieu où se déroulerait le spectaculaire échange. Le pont de Glienicke, entre Berlin-Ouest et Potsdam, semble être l'endroit idéal.
C'était l'un des rares endroits au monde où les Américains et les Soviétiques étaient en contact direct. C'était le lieu idéal pour effectuer une transaction sans impliquer nos alliés ou une autre partie, sans avoir besoin de traiter avec un pays neutre. L'opération secrète doit avoir lieu le 10 février 1962 vers 8 heures du matin sur le pont de Glienicke. Trois personnes sont arrivées sur le pont de chaque côté. De notre côté, c'était le vice-directeur de la prison de Vladimir, Powers, qui avait été condamné chez nous, et à sa droite, quelqu'un qui connaissait personnellement Rudolf Ivanovitch Abel. On ne sait jamais ce qui va se passer. Voilà pourquoi les hommes que l'on échange sont toujours encadrés par des types plutôt costauds. Cela fait partie de la procédure. On n'est jamais à l'abri d'une surprise de dernière minute. « 10 février, 8h25. Par groupe de 3, les candidats de l'échange se dirigent vers la funeste ligne blanche marquant la frontière. Abel et Powers avancent l'un vers l'autre. Chacun se demande qui est l'autre et avec qui il va être échangé. Puis ils nous regardent de nouveau et s'élancent chacun dans les bras de leurs collègues. Et donc nous avons Abel, et sur ce, l'opération d'échange est terminée. Le premier échange de la guerre froide est parfait. Un soupçon de dégel. Un événement. Un événement en lui-même. Si vous voulez, il a été considéré comme le premier succès du jeune président Kennedy face à l'Union soviétique. Succès partagé peut-être, mais du fait de Kennedy. Avec la libération de Powers, Kennedy remporte donc une victoire. Et puis Mihan m'a serré la main sans que je comprenne ce qu'il me disait. Alors il a ajouté « Wolfgang, nous avons écrit une page d'histoire ». Bien que le nom de Vogel n'apparaisse pas encore dans les premières déclarations, le jeune avocat est-allemand a toutes les raisons d'être satisfait. Dans le monde de l'espionnage, on n'admet jamais que l'on se livre à une telle activité. Personne ne reconnaîtra qu'un type capturé de l'autre côté était un espion. Tout le monde joue un rôle dans cette comédie, et Vogel était un acteur consommé, qui se faisait passer pour un avocat sans aucune relation avec Moscou, mais qui pourtant était en mesure de leur livrer des espions. Abel avec le chef du contre-espionnage Wolf à Berlin-Est. Vogel a également l'occasion de s'entretenir avec Abel à son étude. À le voir dans la pièce, j'ai su, sans le connaître, qu'il était le colonel Abel. Tout en lui évoquait l'officier. Nous avons un peu parlé. Que ressentiez-vous lorsqu'il était question de vous infliger la peine de mort? Aviez-vous peur? Peur, a-t-il dit? Seuls les idiots et les morts n'ont pas peur. 6 mois seulement après l'accord Abel-Powers, un nouveau cas se présente pour le tout jeune spécialiste de trafic d'agents de Berlin-Est. Le cas d'Oleg Penkovsky. Avec lui, le KGB détient à nouveau dans ses filets un agent de la CIA de haute volée. Un homme qui vient de livrer les secrets des fusées soviétiques. Mais très vite, il apparaît que Penkovsky n'a pas la moindre chance d'être échangé.
C'était contraire à la déontologie de l'espionnage. Il était citoyen soviétique, agent secret. Cela revenait à proclamer à tous les agents « Vendez-vous aux Américains, ils vous donneront beaucoup d'argent, et puis ils vous échangeront. » Ni les Américains, ni les Britanniques, ni les Allemands n'avaient jamais fait cela. Les espions, on les condamne à mort. Penkovsky est condamné à mort, sans que ses commanditaires en soient informés. Pas de pardon. Je pense que non. C'est un principe, vous comprenez? C'était un traître. Et avec les traîtres, on ne transigeait pas, on les fusillait. Vers le milieu des années 60, le marché mondial du trafic d'agents s'anime à nouveau. Les médias s'intéressent simultanément à plusieurs affaires spectaculaires. L'affaire Heinz Felfe, 1969. Taube très efficace du KGB à Pullach, il a livré pendant des années des douzaines d'agents du BND au KGB, avant d'être arrêté à 61 ans et condamné à 14 années de prison. Felfe fut un cas de très grave trahison. Il a provoqué une très forte émotion et beaucoup d'indignation. On ne peut passer sous silence que les membres du BND, le service de renseignement fédéral, étaient à juste titre hors d'eux. L'homme dont ils avaient partagé le bureau pendant des années était un traître, dont l'action avait valu un destin douloureux à plusieurs agents. Je sais qu'il a été extrêmement difficile d'obtenir une grâce prématurée à Felfe et de consentir à son échange, même si je tiens compte du concept de dissuasion pas totalement inconnu du droit pénal. Nombreux furent ceux qui acceptèrent très mal la chose. Après 8 années derrière les barreaux, Felfe peut rejoindre l'Est. En échange, 3 étudiants de Heidelberg sortent des geôles du KGB. C'est encore Vogel qui a tiré les ficelles de cette nouvelle transaction. 1981, le cas le plus spectaculaire. Günther Guillaume, l'homme qui provoqua la chute du chancelier Brandt, un homme qui, ni aux USA ni en URSS, n'aurait jamais recouvré sa liberté, est échangé après 7 années d'emprisonnement contre 8 agents du BND. Markus Wolf, chef du contre-espionnage de la RDA et patron de Guillaume, accueille personnellement son espion modèle échangé librement. Une vidéo interne du ministère de la Sécurité de l'État présente le retour de Guillaume comme preuve que la firme ne laisse tomber aucun de ses agents. Dans les bilans annuels présentés à Mielke, à la centrale du ministère de la Sécurité de l'État, tout échange est une victoire de la lutte des classes, assortie de l'obligation d'attraper encore plus d'agents ennemis. Plus on met d'ennemis en prison, plus il est facile d'échanger gratuitement ses propres agents. Cela vaut assurément pour presque tous les services secrets dans le monde. Les services de renseignement font tout pour récupérer leurs agents quand ils ont été capturés. S'ils ne le faisaient pas, le moral des agents en souffrirait beaucoup. En conséquence, quand chaque camp peut récupérer ses agents, tout le monde y gagne. Il arrive parfois que certains soient oubliés. Au début des années 80, il y a quelques agents de la CIA démasqués en RDA dont personne ne semble s'inquiéter. Eberhard Fetkenheuer, condamné pour espionnage militaire, est l'un d'eux.
En prison, des idées me traversaient l'esprit du type « Imagine un hélicoptère volant à 20 mètres au-dessus de ta tête, tu vois des GIs, ils descendent armés le long d'un filin, te montrent du doigt, t'agrippent et t'emportent dans l'hélicoptère. Puis ils disparaissent avant que quelqu'un ne réagisse. Les prisonniers font ce genre de rêve. Cela m'arrivait aussi. » Les prisonniers ne se doutent toujours pas que dans l'intervalle, Vogel a pris leur destin en main sur ordre supérieur. L'avocat a sans doute obtenu le feu vert de son homme de liaison de la centrale berlinoise du ministère de la Sécurité de l'État, Heinz Volpert, pour organiser l'échange de certains agents de la CIA condamnés. La RDA veut relancer le marché mondial pour le trafic d'agents, qui, entre-temps, avait connu une accalmie. Mais aucune réaction. J'ai dit aux Américains qu'ils étaient nombreux et je les ai aussi proposés comme monnaie d'échange. Mais ils ne donnaient pas suite. L'été 1980, l'avocat Vogel prépare à nouveau des listes d'échange pour inciter les Américains à s'occuper enfin des espions détenus en RDA. Lothar Löwe, journaliste ouest-allemand, doit faire office de coursier. Vogel disait que notre patience, la patience de nos agents et aussi celle de leurs familles, était à bout. Ils croupissaient en prison. Si jamais les familles prenaient l'opinion à témoin et lui racontaient pourquoi leurs parents étaient en prison, sans que les Américains, fidèles à leur tradition impérialiste, ne s'occupent d'eux, les Américains seraient bien embarrassés. Il m'a alors dit « Tu connais plusieurs personnes à Washington. Je te donne la liste. Tu connais le contexte. » La sinistre liste parvient à Washington en octobre 1981. Un cas unique pendant la guerre froide. Grâce à un journaliste de RFA expulsé de RDA, un avocat est-allemand lance en Amérique une liste d'agents de la CIA démasqués en demandant qu'on s'occupe d'eux. Löwe fait parvenir la liste simultanément à 3 endroits différents. C'était une liste d'individus qui avaient de sérieux problèmes. Et si on pouvait faire quelque chose pour les aider, je serais heureux d'y contribuer. Je n'ai fait que transmettre cette liste. Il était quelquefois difficile d'être certain que les individus qui figuraient sur la liste que Vogel avait livrée à Lothar Löwe avaient travaillé pour nous. Et finalement, il s'avéra que tous ceux que Vogel avait portés sur sa liste étaient liés à nos services. Toute une série de questions s'imposaient. Était-ce vraiment des agents à nous? Pourquoi avaient-ils été arrêtés? Qui avait commis une erreur? Il fallait que quelqu'un ait commis une erreur, sans quoi ils n'auraient pas été arrêtés. Peut-être que l'autre camp était simplement très fort. On se pose des tas de questions dans ce genre de situation, mais on ne les évoque pas au cours des rencontres. Le premier retour vient de la CIA. Mapother répond que c'est une histoire de fou. Ils ne connaissent vraiment pas ces gens. Mais en faisant des recherches aux archives, ils ont constaté que la faute en revient à un des responsables de ces agents à la CIA. Une partie de ces personnes, quoique incarcérées, continue à être rétribuée et lui encaisse les sommes. La liste de Vogel provoque des remous à Washington. Elle informe accessoirement la centrale qu'un de ses responsables a caché la découverte de ses espions en RDA pour pouvoir empocher leur solde. Outre ce scandale, les autorités américaines ont un problème beaucoup plus crucial. Ils sont confrontés à un véritable casse-tête. Pour pouvoir échanger gratuitement les personnes emprisonnées en RDA, il manque aux Américains une monnaie d'échange adéquate. Pour faire un échange, il faut avoir des agents de l'autre camp. Nous détenions un certain nombre d'individus originaires de Pologne et de Bulgarie, mais nous n'avions pas d'agents d'Allemagne de l'Est.
Tout a changé quand un agent de l'Allemagne de l'Est s'est rendu aux États-Unis et a été arrêté par le FBI. C'est la fameuse affaire Tsehe. On pouvait commencer à négocier un échange. Tsehe, qui est tombé dans un piège tendu par le FBI en 1983, se trouve être une figure clé de cet imbroglio. Il est condamné en 1985 à Boston à 8 années d'emprisonnement pour espionnage en faveur de la RDA. Pourtant, les preuves sont loin d'être accablantes et un avocat très connu assure sa défense. Il savait qu'il n'était pas un espion, je le savais aussi. Je soupçonne même que le FBI savait qu'il n'était pas un espion. C'est ce que l'on appelle un dossier fabriqué, une inculpation bidon. Il ne s'agissait pas de protéger la sécurité des États-Unis contre les agissements d'un véritable espion. L'opération avait pour but de recueillir un appât pour un échange. Un individu que l'on allait ajouter à la liste des hommes que l'on voulait échanger. Un reproche sévère. La justice est-elle le bras séculier des services secrets? Si seulement c'était vrai, mais je ne crois pas qu'il existait un tel degré de coopération entre ceux qui s'occupaient des échanges de prisonniers et les agents du contre-espionnage et de la police, car ces derniers auraient aggravé les charges retenues contre lui pour en faire une monnaie d'échange. Je ne crois pas que ce soit ce qui s'est passé, mais je peux me tromper. Grâce au cas Tsehe, les chances pour les agents oubliés de RDA augmentent considérablement. Soudain, les négociations redémarrent. En mai 1985, Fogel s'envole pour les USA pour discuter des derniers détails et obtient finalement du département d'État une liste ayant reçu son approbation. Et cette liste, j'étais étonné mais n'en ai rien laissé paraître, était ma propre liste que j'avais donnée à Lothar Löwe. 25 noms. On m'a expliqué comment on allait procéder et à partir de ce moment-là, tout est allé très vite. Une fois de plus, le pont de Glienicke est désigné comme lieu de l'échange. La date est fixée au 11 juin 1985. J'ai été convoqué par une sorte de super-gourou. C'était environ 3 à 4 semaines avant le 11 juin. Il m'a demandé où je désirais me rendre, en Amérique ou chez ma femme. Je n'arrivais pas à comprendre ce que cet homme me voulait. Avait-il vraiment parlé de m'envoyer en Amérique? Naturellement, j'ai pris ça pour un piège. Jamais ils n'ont dit qu'un échange était en cours. En plus de Fetkenheuer, la liste secrète contient 24 agents candidats à l'échange Est-Ouest. En contrepartie, l'Est retrouvera 4 de ses espions. Le rapport 25 à 4 ne semble pas particulièrement équilibré. Pourtant, les deux parties sont satisfaites. On suppose que la décision finale a été prise par M. Mielke de la Stasi, le service des renseignements est-allemands. Il est tout à fait concevable, comme on l'a dit à l'époque, que Honecker lui-même ait été favorable à cet échange, parce qu'il voulait montrer aux États-Unis qu'il était un homme pragmatique. 11 juin 1985, aéroport Berlin-Tempelhof. Vers 6h30, un appareil militaire américain se pose avec les 4 agents de l'Est à bord. Le coup d'envoi du plus grand échange d'agents de tous les temps est donné. Arrivée de l'avocat Fogel dans sa Mercedes dorée. Il vient contrôler l'identité des 4 candidats à l'échange. Richard Burt semble visiblement tendu. Diverses formalités sont encore à remplir.
elles se déroulent avec une froideur toute bureaucratique. La scène a par ailleurs un côté étonnamment dramatique. Je me suis senti mal lorsque je les ai vus. Ils étaient installés l'un à côté de l'autre comme dans un placard, assis sur des tabourets, menottes aux poignets. 2 heures plus tard, Vogel repasse de l'autre côté du rideau de fer. Les 4 agents à échanger font également partie du convoi qui se dirige vers le pont de Glienicke. La journaliste de télévision Renate Buteau assiste à l'événement, au milieu de nombreuses forces de sécurité. Manifestement, elle a eu vent de la transaction. Les États-Unis semblent vouloir donner un tour public à l'échange. Peut-être veulent-ils prouver qu'ils se soucient de leurs agents en difficulté. Il y avait comme de l'électricité dans l'air. Je n'arrivais pas à m'imaginer ce qui allait se passer. En effet, on ne savait pas combien serait échangé et qui était exactement sur place. Je me doutais que l'information venait des Américains. Je me disais, lui, ce pourrait bien être Richard Burt et lui Kornblum. Pour Vogel, pas de problème. Je garde ce moment en mémoire comme une très longue attente. Mais en fait, ils sont arrivés vers 10 heures. Burt se rend maintenant à l'est pour identifier les agents de la CIA. Ils sont assis dans un bus et ne savent pas encore ce qui les attend. Monsieur Burt s'est avancé sur le territoire de la RDA. Il a vu le bus et a voulu y entrer. Une fois dedans, il leur a dit « Je suis l'ambassadeur des États-Unis en RFA. Je vous salue au nom du président des États-Unis, Ronald Reagan. » Et là, montèrent des cris de joie. C'était comme un Alléluia qui montait de l'autel, c'était fou. Comme si le bon Dieu te prenait par la main. Ils étaient très heureux et soulagés. On ne les avait informés de leur sort qu'à la dernière minute. Ils étaient encore sous le choc de cette divine surprise. Seuls les initiés savent que Vogel est le personnage central de la transaction. Il était indispensable. Je suis convaincu que nous n'aurions pas pu régler cette affaire sans le concours de M. Vogel. Aujourd'hui encore, il demeure un personnage mystérieux. Je n'ai jamais pu comprendre comment il pouvait jouer ce rôle dans un État totalitaire et policier. Il est évident qu'il devait entretenir des relations privilégiées avec Honecker pour pouvoir mener ce genre de négociations. Avec l'échange 25 contre 4 du 11 juin 1985, Vogel peut encore améliorer son bilan. Depuis qu'Abel et Powers ont franchi le pont, plus de 100 agents ont pu repasser le rideau de fer grâce au concours de l'avocat est-allemand. Je suis une fan enthousiaste de John le Carré et je me suis laissée entraîner par mon imagination. C'est pourquoi j'en garde un souvenir précis. Les agents n'étaient pas tels que je les avais imaginés. C'étaient des hommes blessés, abîmés, le visage gris. On pouvait vraiment voir sur eux les stigmates de la prison. Ils semblaient désillusionnés. Ils n'avaient rien d'un James Bond. Le seul qui s'en approchait un peu était Richard Burt.
Même les 4 agents de l'Est, autour de Tsehe, ne font pas figure de vainqueurs lorsqu'ils montent dans le minibus, accueillis par Vogel. L'échange 25 contre 4 fut le plus gros échange d'agents de la guerre froide. Il s'est déroulé notoirement sans heurts, au grand soulagement de tous les marchands d'espions. Wolfgang Vogel et ses partenaires américains. Ils ne savent pas que 6 mois après, ils se retrouveront ici à nouveau pour résoudre un cas spectaculaire. Un cas pour lequel ils œuvrent depuis déjà 8 ans, le cas Sharansky. Un complexe pénitentiaire à Perm, à 2000 km à l'est de Moscou. Là est emprisonné le dissident soviétique Anatole Sharansky, arrêté en 1977, accusé de travailler pour la CIA et condamné. Sharansky ne sait pas que son nom est placé par l'Occident en haut de toutes les listes possibles d'échanges, sans succès jusqu'à présent. Personne ne saura jamais ce que vous êtes devenu. Dans toute notre histoire, un individu accusé d'espionnage n'en sort pas vivant s'il ne se montre pas coopératif. D'emblée, l'Occident ne laisse planer aucun doute. Tout sera entrepris pour faire libérer le célèbre défenseur des droits de l'homme. Une seule possibilité, un échange d'agents, même si Sharansky ne travaille pas du tout pour la CIA. Avant 1985, quand nous discutions de ces négociations avec Vogel, Sharansky était en tête de liste, mais sa libération semblait exclue. Il nous a dit « Je ne peux rien faire pour lui, c'est impossible, son dossier est trop sensible. Je ne peux rien faire. » Le cas semble se débloquer avec Gorbatchev et la perestroïka. Lors du sommet de Genève en automne 1985 avec Reagan, le nouveau chef du Kremlin donne le feu vert pour faire sortir Sharansky, mais uniquement dans le cadre d'un échange d'agents. L'heure des avocats. Le paquet cadeau prend rapidement forme. En plus de Sharansky, l'Ouest doit récupérer 3 agents de la CIA et du BND. En contrepartie, un espion soviétique, un Polonais, 2 Tchèques et un Allemand de RDA doivent retourner à l'Est. Tout semble se dérouler sans encombre. Il ne manque plus que les accords des personnes concernées. Fin janvier 1986, Vogel s'envole à nouveau pour les USA. 2 des candidats à l'échange sont emprisonnés à New York. Or, Vogel doit les convaincre de retourner derrière le rideau de fer, à l'Est, sans espoir de revenir un jour en Amérique. Sinon, toute la transaction échouera. L'avocat n'a pas beaucoup de temps. Vogel obtient toutes les signatures. De retour à Berlin, l'ambassadeur des USA, Meehan, le surprend avec une demande du département d'État. Les Américains ne souhaitent plus effectuer l'échange sur le pont de Glienicke prévu pour la circonstance. La tentative des Américains de réécrire l'histoire vise manifestement à éviter à Sharansky le pont des agents. J'ai appelé le soir même Erich Honecker et lui ai dit que M. Meehan était passé chez moi pour me faire une proposition. Il m'a répondu de façon appuyée « On en reste aux conditions fixées ». J'ai dit « Oui, mais n'avez-vous pas compris ? On ne change rien. » Et là, j'ai compris. Ce que Wolfgang voulait dire, c'est que la décision avait été prise dans le bureau de Honecker. Il voulait en faire une affaire d'État. De son point de vue, cela se justifiait. On voulait le présenter comme un espion, c'était le but de la manœuvre. Dans les jours qui précèdent le 11 février, l'agitation médiatique bat déjà son plein sur le pont de Glienicke. Visiblement, les 2 côtés, l'Est et l'Ouest, ont intérêt à ce que pour la première fois, les choses se déroulent de façon spectaculaire. Dans l'avion qui l'emmène le 10 février en compagnie de membres du KGB, Sharansky ne se doute encore de rien. Personne ne lui a dit qu'il recouvrerait la liberté dans le cadre d'un trafic d'agents, car un échange d'agents ne saurait convenir à ce dissident à la détermination farouche.
Ce problème est évoqué pour la première fois le soir même dans le bureau de Vogel. C'est sans doute parce que Vogel et l'ambassadeur américain savaient que mes activités de dissident n'avaient aucun rapport avec l'espionnage. Ils savaient que j'avais dit clairement que je refusais, comme les autres prisonniers politiques, d'être considéré comme un espion. Ils savaient que je refuserais. C'est pour ça que j'ai été mis devant le fait accompli. Sharansky, Vogel, Meehan. La photo qui a été prise dans le bureau de Vogel témoigne de leur décontraction. Sharansky sait uniquement que sa libération n'aura pas l'air d'un échange d'agents. Nous ne pouvions pas offrir aux Russes une victoire médiatique en déclarant que les Occidentaux avaient fini par reconnaître qu'il était un espion. 11 février 1986. L'échange suit son cours. Une caravane d'espions quitte l'aéroport de Tegel en direction du pont de Glienicke, accompagnée pour la première fois par une meute de journalistes internationaux. Retransmission en direct dans le monde. C'était la foire médiatique habituelle, Puissance 3. Cela faisait déjà les gros titres. On se serait cru au spectacle. Moment décisif. Travail de précision. Sharansky sort du fond directement face aux caméras. Sharansky seul. Encore aucun signe de vie des autres agents. Le scénario des Américains a l'air au point. Il fallait que cela aille vite pour obtenir ce que nous voulions. Il fallait accueillir Sharansky et l'emmener avant l'échange lui-même. C'est pourquoi nous n'avions pas le temps de laisser parler nos émotions à la frontière, de nous congratuler, de faire de longs discours ou ce genre de choses. Burt a pu dire une phrase, moi un mot de bienvenue, et hop, dans la limousine on était parti. Autrement, tout serait tombé à l'eau. Après le solo de Sharansky, suit l'opération d'échange proprement dite. Elle intéresse peu les hordes de reporters, accourus surtout pour Sharansky. Pour l'Occident, la transaction est un succès médiatique total. L'Est également est satisfait. Une vidéo interne de la Stasi célèbre aussi l'opération comme un succès complet. Genosse Armeegeneral Erich Mielke betonte, dass die Kundschafter der sozialistischen Staaten die wichtigste Waffe im Kampf um die Erhaltung des Friedens, unser edelstes Gut sind. Und sie können sicher sein, dass wir ihnen immer treu zur Seite stehen werden und ihnen die erforderliche Hilfe zuteil wird. Das beweist wiederum auch der Austausch auf der Glienicker Brücke. Cet échange fut le dernier sur le pont de Glienicke. En fait, les mouvements en RDA et dans les autres États du bloc de l'Est ont provisoirement rendu impossible les trafics d'agents. Voici des images de l'assaut donné à la centrale du ministère de la Sécurité de l'État à Berlin, le 15 janvier 1990. 3 semaines plus tard, l'avocat Vogel reprend du service comme spécialiste du trafic d'agents. Le gouvernement américain le lui a expressément demandé. Il est chargé de se renseigner auprès des soviétiques sur le sort de Dimitri Polyakov. La liaison est interrompue avec cet homme qui a travaillé presque 30 ans pour la CIA sous le nom d'emprunt de Top Head. Vogel doit informer les soviétiques que l'Amérique est prête à donner beaucoup pour cet homme. Il propose un échange. Les soviétiques semblent peu intéressés par la chose. Polyakov, condamné à mort depuis de longues années, a été fusillé.
Lecture de la sentence. Le seul renseignement rapporté par Vogel, ce cas n'est pas négociable.